Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Alors, petit update lecture, avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler les petites dates de dédicaces pour la fin de l'année. La première, c'est donc l'avant-dernier week-end de novembre. On est à Mons Livre, donc en Belgique. On traverse la frontière, mais pas de très très loin, parce que Mons, c'est juste à côté de la frontière française. Donc, Mons Livre, c'est un événement que j'avais adoré faire l'année dernière, donc on y retourne cette année. Le dernier week-end de novembre, qui est à cheval entre novembre et décembre, et le vendredi de celui-ci, on est à Miromesnil, donc au marché de Noël de Miromesnil. Je démarre ma petite tournée de Mère Noël pour vous, et on se retrouve donc à Miromesnil en Normandie, au château donc de Maupassant, à côté de Dieppe. Voilà, c'est accessible en voiture très facilement depuis Paris, et c'est un des plus beaux marchés de Noël de Normandie. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la presse, voilà, et pour l'avoir fait et en avoir fait un certain nombre, c'est un des plus beaux que j'ai pu faire de ma vie. Et on sera normalement la semaine d'après au château de Bonnemare, donc au Noël féerique de Bonnemare, dans un château un peu médiéval avec des agrandissements Renaissance dans l'Eure, donc c'est à côté de la Seine-Maritime, pas très très loin de Paris non plus, hein. On est tout près des Andelys pour ceux qui replacent. Et on commence, alors on commence avec rien à voir avec Noël, hein. Je mets la charrue avant les bœufs, mais je vais vous présenter 4 livres, même si c'est 3 parce que j'ai lu une suite et en fait j'avais oublié de vous parler du tome 1. Donc vous en aurez 2 pour le prix d'un, chanceux que vous êtes. Je vais vous parler en premier d'un service presse que j'ai reçu, aussitôt reçu, aussi vite lu, et plutôt une bonne surprise. Je savais pas trop quoi en penser au début, parce que c'est de la young adulte jeunesse, c'est quelque chose que je lis assez peu, et en fait j'étais embarquée par les personnages et surtout l'originalité de l'histoire, voilà, parce que c'est vrai que l'autrice a toujours un moyen d'amener les choses de façon assez différente. Je parle du Serment d'Eldenai, donc dans Slam, le premier tome de cette duologie écrite par Georgia Caldera. Alors Georgia Caldera, vous savez que je suis beaucoup son travail en imaginaire, hein. C'est quelqu'un avec qui j'ai grandi d'une certaine manière, hein. Les larmes rouges, voilà, ça a été un grand classique de mon adolescence, mais Georgia ici nous offre, je pense, son premier livre de young adulte. Donc on retrouve, pour ceux qui ont déjà lu Georgia Caldera, la petit côté romance dans ses univers, mais là il est suffisamment léger pour que ça soit pas le thème principal comme certains de ses livres de fantasy adulte. Vous savez que je suis une fan de la première heure de Dentelle et Nécromancie, voilà, c'est peut-être le seul livre de romantaisie que j'aime du profond de mon cœur. Alors voilà, Thaddeus, on va pas en reparler, mais c'est ma life, quoi. Et donc, le Serment d'Eldenai, plutôt bonne surprise, d'une histoire très originale, du moins d'un univers assez original, du fait qu'il est inspiré, je pense, de pas mal de contrées différentes, de pas mal de religions. On suit ce personnage, qui est une jeune fille hein, au destin un peu particulier, un peu tragique. Sa mère l'a eu quand elle était addicte aux opiacés. Et le problème de ces enfants-ci, c'est que quand ils naissent, ils développent une certaine maladie. Et cette jeune fille, elle va être placée dans une sorte de couvent, du moins dans un lieu qui prête à la religion d'un certain dieu, et elle va s'exercer pour devenir prêtresse, sachant qu'il y a un dieu qui lui parle à l'oreille depuis qu'elle est enfant, donc elle a été choisie aussi pour ça. Il y a des représentations, elle n'est pas encore une chamane, ou je ne sais plus comment il les nomme dans ce pays-ci, mais elle n'est pas encore une prêtresse destinée, et lors de la représentation, il y a d'autres dieux qui viennent attaquer et massacrer tout le monde. Et c'est vrai que pour la young adulte, ça y va, on a du massacre, quasiment tout le monde meurt, et cette jeune fille va juste avoir le temps de sauver sa propre sœur, une jeune fille de 13 ans qui ignore tout du fait qu'elle est sa sœur, parce que sa mère n'a pas du tout annoncé au fait qu'elle avait eu un enfant beaucoup plus jeune et qu'elle a dû l'abandonner parce qu'elle était addicte. Et toutes les deux partent pour le continent et vont se retrouver confrontées à la violence du monde. Voilà, elles quittent un pays où la liberté est très importante, le respect, et ils se retrouvent à être des réfugiés de guerre. Et la jeune fille va se retrouver à devoir lier un pacte avec un dieu. En parallèle, vous suivez un personnage masculin. Je ne sais pas s'il y a son petit portrait dans le livre. Ouais, juste ici. Qui est ce personnage-ci. Donc toutes les illustrations dans le livre sont de Georgia Caldera, qui est aussi connue pour son travail d'illustratrice. Et ce jeune homme est
Lui aussi, ils ont pas de chance, hein. Mais son père avait une très grande place dans la cour ou dans le pays dans lequel il vit. Et s'est retrouvé un peu dans un état psychologique et condamné d'une certaine manière. Lui, il reprend le flambeau. Il est donc la fine lame d'un dieu dont on ignore un petit peu tout au début et va se retrouver aux prises avec la princesse en place et à rencontrer cette jeune fille-ci dans le monde des dieux. Je vous en dis pas plus. C'est un tome introductif, hein. On nous place les éléments, ça c'est sûr, hein. Le début est assez lent à démarrer, hein. On voit voilà, comment la jeune fille a ses amis, comment fonctionne le monde et tout. Et en fait, une fois la scène du massacre, qui est quand même pas mal, hein. Même si c'est de la young adulte, on parle quand même de gens qui sont brûlés vifs. L'intérêt amoureux du personnage principal est mort. Donc directement, voilà, ça y va tout de suite. Voilà, vraiment la scène où même le personnage principal s'en prend physiquement plein la gueule et aussi doit faire un acte où voilà, il y a quand même de la violence physique. Donc c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est de la young adulte, mais il y a quand même pas trop de concessions là-dessus, hein. Sans être une boucherie, ça reste quand même, je trouve, assez intéressant. Et une fois passé ce passage-là, j'étais en mode, ah, l'histoire démarre enfin. Et en fait, ce texte, bien sûr, c'est très young adulte, voilà, c'est parce que je lis plus. Il y a de la petite romance, on place les éléments, il y a des choses, il y a des ficelles narratives que je vois, mais le problème de la young adulte maintenant, c'est que dans tous les livres de young adulte que je lis, je trouve ça, mais ça fait partie du genre, donc je peux pas forcément le reprocher. Mais j'ai accroché au personnage principal, qui est un personnage qui a beaucoup de complexes, qui a aussi ce complexe de grande sœur qui va tout faire pour sauver sa petite sœur et en même temps qui va se retrouver à avoir un destin chamboulé, il va y prendre cœur d'une certaine manière. J'ai aimé l'univers aussi qui a été construit parce qu'on voyage donc entre ces deux points de vue du personnage principal, mais aussi avec les dieux, on a un véritable panthéon qui est mis en place. Ma frustration, ça reste que c'est pas très développé, mais bon, c'est Scrinéo, c'est du jeune public, hein. On va dire que j'étais assez surprise et contente du fait que Georgia Caldera, malgré le fait qu'elle écrit de la jeunesse, aborde des thèmes qui sont hyper adulte. Je vais vous prendre deux points de vue principaux. On parle des agressions dans le texte, donc de nature intime, mais la personne qui est agressée ici est un jeune garçon, un adolescent, je sais même pas, un jeune homme plutôt, et l'ascendant psychologique de la femme sur lui, c'est assez bien fait. Je trouve que ça aborde cette question-ci de façon assez pertinente pour le coup, et dans nos sociétés c'est un peu moins, je pense, possible, mais il est nul négligeable que ça a existé et que ça a été très fréquent et que je pense que dans certaines sphères où des femmes ont beaucoup de pouvoir, ça existe aussi, hein. Voilà, il n'y a pas que les hommes qui agressent. Et donc, j'ai apprécié le fait qu'on en parle. Alors, bien sûr, c'est pas explicite, hein, les scènes sont entamées, mais ça ne va jamais au-delà. On est quand même dans de la young adulte. Mais qu'on en parle, et notamment qu'on en parle à un public adolescent, que c'est possible aussi que ça arrive à des garçons, et qu'il faut en parler, et que, voilà, il y a aussi beaucoup de choses sur le poids, l'héritage, la culpabilité, la drogue aussi. On parle beaucoup de la drogue et des effets. Donc ça, c'est des choses où pour les adolescents, c'est quand même assez important d'aborder. Et deuxièmement, je vais vous prendre un deuxième exemple, mais à un moment, on va se confronter donc à tout ce qui est traite d'esclaves et tout, mais aussi à la traite humaine et notamment à la traite de femmes dans des maisons closes. Voilà, qu'il n'y a pas de description explicite, mais où le personnage le plus jeune du récit va essayer d'être enlevé pour servir ces maisons closes. Et en fait, on parle beaucoup dans le texte du sort des réfugiés quand il y a des systèmes de guerre, comment ils sont manipulés, comment on retrouve des gamines de 13 ans sur les trottoirs. Voilà, on a le cas à Paris, hein, on a le cas à Rouen, on a le cas dans toutes les grandes villes. Comment ça arrive, et en fait, ça dénonce ce système-ci. Et j'ai trouvé ça assez pertinent qu'on en parle dans le texte sans être... En fait, on en parle sans que ça soit visible et choquant. On parle juste, tu vois, et à un moment, la grande sœur a un discours là-dessus en disant, voilà, ils sont là parce que t'es jeune, parce que t'es une jeune fille et qu'il faut faire attention. Et il y a aussi un système de vengeance, bien sûr, dans le récit. Mais c'est vrai que ça parle beaucoup d'oppression aussi pour ça, et tout le travail sur la question du réfugié politique, réfugié de guerre, et comment les gens, deux orphelines vont devoir faire face à un monde avec lequel elles n'ont pas du tout de lien et qui est totalement en contradiction avec leurs valeurs et leur culture, et en plus qui profitent d'elles parce qu'elles sont jeunes et surtout qu'elles sont seules, qu'elles n'ont pas de famille, pas de protection. C'est vraiment, je trouve que c'est un des points positifs du texte.
Je suis frustrée sur le développement des dieux, je suis frustrée sur le développement, on va dire même des développement des personnages. Voilà, j'aurais un peu plus de choses psychologiques, hein, mais ça reste une duologie, ça doit rentrer quand même young adulte. Donc je comprends bien en tant qu'auteur que tu dois répondre quand même à des cases et que l'action a plus d'importance que voilà, le reste. Le travail éditorial est très sympa. Je trouve que la couverture, elle est... alors elle est choupi, j'adore l'illustration celle-ci, je pense vraiment, elle est très très cool. Et en fait c'est du semi-hardback. Et je suis contente qu'on mette en avant le travail de Georgia aussi dans ses couvertures. J'aime beaucoup le dos. Je dois vous dire, j'aime bien le 1 comme ça qui est gravé. Je trouve que vraiment c'est un travail assez chouette. Et puis bon, Screenéo, ça fait partie. Moi j'ai été en partenariat avec eux pendant 1 an. Ça fait partie des maisons d'édition qui sont assez engagées sur les questions de représentation, qui se cachent pas à faire de la romantaisie ou des trucs qui sont pas du tout adaptés à l'âge. Voilà, il n'y aura pas de scène de olé olé ou de scène choquante dans ce genre de maison d'édition. Donc à conseiller pour vos adolescents ou pour les gens qui aiment les univers de young adultes de base. Ensuite, on passe à un récit beaucoup plus adulte, un récit beaucoup plus étrange, un récit, voilà, où là, c'est totalement différent. C'est Une valse pour les grotesques. Alors, celui-ci, vous vous attendiez que je le chronique rapidement. Je l'ai acheté le jour de la sortie, je crois que je l'ai lu le lendemain ou le surlendemain, de Guillaume Chamanedjian. Donc déjà, j'aurais parlé du travail de la couverture. J'adore cette couverture. Voilà, où vous avez les petits grotesques et la cité. Ça va être très dur de vous en parler parce que c'est complexe. C'est un texte, je suis persuadée que n'aurait pas pu être publié si Chamanedjian n'était pas connu avec La Tour de la Garde, parce que moi j'ai aimé, mais je pense que c'est quand même très particulier et ça s'adresse quand même à une branche de lecteurs d'imaginaire qui sont un petit peu familiers avec ça, parce que sinon je pense que les gens risquent d'être perdus. C'est une histoire qui se passe, alors c'est l'Allemagne, hein, c'est l'Empire germanique, hein, si je me trompe pas, parce qu'on parle de Margrave et tout, qui se passe dans l'Empire germanique avec une cité universitaire. On suit un jeune homme qui s'appelle Johann von Capriccio, mais qui est un jeune étudiant en obstétrique et en ciroplaste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est que il est apprenti dans la médecine et notamment dans tout ce qui est corps, et il moule à la cire les cadavres pour les études anatomiques. Il fait ça et un jour il est enlevé, le pauvre garçon. Il est enlevé par une jeune femme et son père au profit d'une femme, parce qu'elle a besoin d'une réponse. C'est qu'elle a enfanté une créature qui est une sorte de faune et tout va démarrer de là. On suit en parallèle donc ce personnage de jeune femme qui l'a enlevé. Il y a 3 personnages principaux. Et une jeune femme qui travaille pour la famille du Margrave, plutôt qui travaille pour une personne très importante qui a des dons de voyance et qui va se retrouver à devoir reprendre son rôle et être liée au personnage de Johann qu'elle connaît, mais surtout à cet enfant faune. Alors, je vous parle de l'enfant faune. L'enfant faune, c'est pas du tout le centre du récit, en fait. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est un récit qui te balade un petit peu dans les cliffhangers et tout, et de quoi ça parle, parce que pendant tout le texte, je me suis dit, on va où? En fait, c'est une histoire de fantasy dans lequel il faut se laisser embarquer. Faut pas avoir trop de préjugés sur le fait de se dire ok, ça doit répondre à des codes et tout. Non, y a plein de révélations et je vais pas vous dire le cœur du récit, mais on est quasiment sur une uchronie en même temps. Voilà, une réinterprétation de l'histoire, un multivers quasiment. Et c'est ce qui fait le sel de cette chose. Alors, on parle des grotesques, mais ne vous attendez pas à avoir beaucoup de créatures. Moi, je pense que c'est ma déception, parce que la 4e, et moi j'avais eu la chance que Guillaume Chamanedjian me pitch le livre avant qu'il sorte aux Imaginales l'année dernière, mais la 4e fait très penser à ça. On est plus sur des personnages humains qui se retrouvent dans une cité dirigée par un margrave et qui va se retrouver bouleversé avec l'histoire d'un livre aussi, et de prophéties et ce genre de choses. C'est un texte qui m'a donc un peu... C'est pas que ça a été désagréable, mais je savais pas où on allait. On allait. Et je dois dire que ça m'a pas tant déplu que ça, parce que j'ai bien aimé de sortir de ma zone de confort, de sortir d'un texte très... qui répond beaucoup à des classiques de narration disant faut aller là, faut aller là, faut aller là. J'ai apprécié le travail sur les personnages, dont 2 portraits de femmes tout à fait opposés, mais je trouve plutôt bien fait et sensible. Je trouve qu'on retrouve la qualité d'écriture qu'il y a dans La Tour de la Garde, que ce soit au niveau du style, mais aussi au niveau de l'univers, aussi au niveau du réalisme. C'est une fantaisie, malgré le titre, qui est très
qui est très réel d'une certaine manière. On parle de la vie étudiante, on parle de la société, on parle voilà, du devoir et il y a plein de mystères et voilà, on essaye de résoudre. C'est un peu construit comme un puzzle aussi d'une certaine manière. Il y a de l'action, il y a plein d'enchaînements, il y a plein de rebondissements. C'est frais d'originalité. Moi, j'ai aimé ça. Et je dois dire que moi, j'ai eu une grosse appréciation de la fin. La fin, ouais, le dernier tiers, que j'ai trouvé très poétique, très touchant. Et c'est ce que j'aime dans La Plume de Shaman Ejan, c'est d'arriver à te faire des personnages, même des personnages masculins qui sont totalement hors des clichés. Et l'originalité de cette cire aussi qui a une grande place dans le récit. J'étais emportée par la poésie des mots, parce que voilà, moi j'ai adoré ça, la sensibilité, la tristesse et la beauté du texte. Et c'est vrai qu'il y a tout en fait beaucoup de références à Frankenstein, voilà, que je vous conseille, mais pas le Frankenstein que vous connaissez sans doute par le cinéma. Je vous conseille d'autant plus de lire Mary Shelley parce que c'est assez différent. Mais on parle de Mary Shelley, on parle de beaucoup de choses et de la figure du monstre en fait. On parle beaucoup de la figure du monstre et les implications que ça a et qu'est-ce que c'est d'être un monstre, qu'est-ce que c'est d'être une créature créée de la main de l'homme, voilà, d'être une sorte de golem. Et ça c'est très beau. Le tout dans une cité universitaire, on questionne aussi le rapport des personnages à leur propre avenir, à leurs propres envies, à leur passé aussi. Et voilà, c'est vraiment un récit en puzzle. Alors moi j'aime ça. Je sais que c'est pas forcément ouvert à tous et je pense que c'est un texte qui est moins ouvert, moins facile de lecture quand même que La Tour de la Garde, qui est quand même un texte très universel. Mais plus les jours passent, plus je me dis c'était quand même très chouette. Mais j'ai bien conscience que c'est pas pour le grand public. Pour moi, c'est pas un livre que tu lis après avoir lu que de la romantasy ou avoir lu que la littérature blanche et que tu commences la fantaisie un peu adulte, parce que c'est très original et je pense que c'est le genre de récit que tu apprécies d'autant plus quand tu as déjà lu pas mal de fantaisie à papa, quand tu as déjà lu, voilà, quand tu as déjà été confronté au genre et que tu vois un petit peu l'évolution. Et moi, ce que j'en tire toujours de Shaman Ejan, c'est le travail des personnages, la poésie des textes, du monde, du réalisme, et de proposer autre chose qu'une fantaisie habituelle, de proposer d'autres thèmes, et la façon dont ils sont abordés. Et là, il y a beaucoup de références aussi. On voit qu'il y a pas mal de recherches qui ont été faites, que ce soit autant sur le travail alors je sais jamais le prononcer, hein, mais de Siroplasty, je pense qu'on dit ça, et aussi travail universitaire, travail aussi sur l'histoire de cet empire germanique. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il n'y a pas de romance entre les personnages. Alors je vais vous dire pourquoi. Et c'est ce que j'avais aimé aussi un petit peu dans La Tour de la Garde, c'est que c'est pas parce que t'as deux filles et un mec en point de vue principaux qui vont forcément terminer ensemble. Donc ça fait plaisir et vraiment il y a toute une ode aussi à l'université. Si vous aimez bien un peu ces textes un peu, je dirais dans l'esprit Babel, un petit peu dans cet esprit-ci, on retrouve cette vibe-là. C'est le genre de texte, j'ai pas envie de vous en dire trop parce que ça serait trop spoilé, mais allez-y sans avoir d'attente, allez-y en sachant que vous allez être un peu promené, allez-y en ne vous attendez pas à de la fantaisie classique et en ayant la même, on va dire, découverte que La Tour de la Garde d'une fantaisie qui sort des clous. Et c'est hyper sympa qu'on ait une fantaisie comme ça proposée par des Français. Et moi, j'ai beaucoup apprécié le texte, malgré un démarrage un peu long, parce que je ne savais pas où ça allait, je ne savais pas où était l'imaginaire, parce que vraiment, la rencontre du faune se fait pas tout de suite. Donc voilà, j'étais en mode bon. Et je vous le rappelle, le faune, pas du tout central dans le récit. Hein. C'est quasiment, on le voit très très peu, mine de rien. Donc ne soyez pas déçus. Si vous vouliez voir des grosses bêtes, des sirènes, ce genre de choses, voilà, les couvertures et les quatrièmes sont là pour faire vendre, mais c'est pas forcément le propos du texte. Ensuite et enfin, je vous présente de la cozy mystery / pâtisserie. Parce que la pâtisserie est très importante dans ce texte-ci. C'est mon téléfilm M6 du dimanche. J'ai extrêmement conscience que cette série est très moyenne. Voilà, très bancale aussi, mais je passe un bon moment. C'est donc Meurtre et Charlotte aux fraises de donc Johan Fluck, les enquêtes d'Anna Sweessen. Alors, je revérifie, mais je crois que c'est sorti dans les années 2000. Je tiens à dire déjà dès le début, cette série est très datée, voilà, et a beaucoup de problèmes sur la représentation des femmes. En fait, c'est vraiment une série un peu chick lit des années 2000, donc il y a beaucoup de problèmes que moi il y a des moments ça me bloque un peu sur la représentation des femmes, la représentation des corps, la représentation des relations hommes-femmes.
Le personnage principal s'appelle Anna. Anna, elle tient une pâtisserie, donc dans un petit village américain tout mignon, hein, vraiment village M6 de Noël, tu vois. Et malheureusement pour elle, dans le premier tome, parce que je vais vous présenter les 2 premiers tomes, elle va voir un meurtre, genre la personne qui lui livre des produits pour sa pâtisserie va être découverte tuée. Genre on va entendre les coups de feu, Anna les entend, elle sort et elle trouve le cadavre d'un jeune homme qui était un mec super populaire quand elle était au lycée, voilà. Et dans la deuxième enquête, vous suivez Anna qui va voir la télévision débarquer chez elle dans sa pâtisserie pour organiser un concours, et que un des jurés du concours va être assassiné alors qu'il tenait une des charlottes aux fraises qu'elle lui avait offert. Donc elle va être aussi une des premières sur donc, la scène de crime, et donc c'est des enquêtes de Anna qui n'est pas du tout policière, dont le beau-frère Mike est policier, et ils vont régler des enquêtes, et voilà. Il y a 2 hommes qui lui tournent autour, et le problème avec cette série, moi j'adore les enquêtes, moi je passe un très bon moment, c'est pas compliqué, c'est drôle, il y a des petites recettes de pâtisserie entre les chapitres. Donc voilà, c'est très tourné sur vraiment le côté très Noël. Moi je trouve qu'il y a un côté un peu Noël, un peu série américaine comme ça. Les enquêtes sont quand même menées, du genre il y a quand même des rebondissements, et malgré tout on parle quand même de questions de société. C'est un peu bizarre de vous dire ça après ce que je vais vous dire sur les problématiques du texte. Par exemple on parle de femmes battues, et voilà, de jeunes filles. L'assistante d'Anna, c'est une jeune fille qui a arrêté ses études pour aider son père qui a Alzheimer. Donc voilà, on parle quand même de sujets, il y a quand même du fond. Les personnages sont quand même attachants pour la plupart, sont bien construits. Anna est pas un personnage du tout désagréable, même si c'est une bombasse qui s'ignore, moi ça me fait toujours rire dans ces trucs-là. Mais on est quand même sur une époque où, par exemple, sa mère lui dit qu'elle a d'horribles cheveux roux à cacher, donc on est encore sur l'époque où les roux étaient pas forcément très bien vus, et surtout, en fait, c'est le personnage de la mère d'Anna qui est très très problématique dans le texte. Parce que autant sa sœur, c'est un peu une bimbo, mais voilà, elle est pas si désagréable que ça, et en même temps, elle essaye aussi, elle éduque sa fille, et voilà, donc ça parle aussi, il y a plusieurs portraits de femmes, on n'est pas sur le portrait de femme du genre un peu d'Anna, je suis la fille jolie, mais je ne le sais pas, et en fait je suis hyper sympa, genre c'est la nana que tout le monde voudrait, tu vois. Mais sa mère passe son temps à parler hyper mal de sa fille, à la dénigrer, à dire qu'elle est moche parce qu'elle s'habille comme un sac à patates, à vouloir qu'elle s'habille hyper sexy, qu'elle va vouloir qu'elle prenne soin d'elle, voilà, qu'elle se maquille, ce genre de choses, à lui dire ça serait bien que tu perdes du poids, alors que Anna, elle doit même pas faire un 40, et surtout qui est omnubilée par le fait que sa fille n'a pas de mari, et donc va lui présenter tous les hommes, va être très insistante avec les hommes et ce genre de choses, va même la forcer à rencontrer des hommes, et donc même Anna vis-à-vis les relations amoureuses, c'est un peu catastrophique. Mais vous savez, hein, dans les Cozy Mystery qui datent, c'est marquant aussi de cette époque-ci, donc c'est vrai qu'il y a des moments c'est un peu saoulant, et il y a des moments j'ai envie de claquer sa mère en disant bon, même Anna elle en a un petit peu marre, hein, tu le vois, mais c'est un texte qui est assez daté là-dessus, donc c'est vrai qu'en Cozy Mystery je pense que c'est le moins sympa que je découvre, voilà, et c'est le moins difficile, c'est plus entre vraiment le téléfilm d'M6, hein. Si vous n'avez pas envie de réfléchir, faut dire que ces 2 derniers mois ont été très compliqués pour moi, donc c'est bien de se reposer l'esprit, et comme je vous dis, moi j'ai une consommation de lecture, moi la lecture c'est un besoin vital, c'est-à-dire que j'ai pas un rapport à la lecture qui est toujours très sain, c'est-à-dire que pour dormir j'ai besoin de lire, si je lis pas avant de dormir je risque de faire des insomnies. Ça c'est bien quand tu as vraiment pas la tête à réfléchir, et voilà, bon, il y a plus de 6 millions d'exemplaires vendus, hein, voilà, bon, c'est vraiment la saga que tu lis sur la plage ou pendant les périodes de fête. Avec la pâtisserie, ça casse pas trop pattes à un canard. Mais je dois dire, les enquêtes et les coupables à chaque fois sont assez intéressants à trouver, qu'il y a quand même des petites questions de société, que le personnage principal n'est pas désagréable, et même les personnages qui gravitent autour sont assez attachants. Il y a ce côté un peu communauté, tu sais, de ce que j'aime bien aussi dans Agatha Raisin, où tu découvres plein de personnages, la vie de village, en fait, c'est un peu ça qui m'attache au truc. Et surtout, il y a une histoire qui se tisse en fond, et Anna est un personnage assez attachant. C'est bizarre parce que le récit est sexiste et tout ça, mais elle l'est pas trop, c'est plutôt les personnages autour qui la mettent un peu là-dedans. Et pour les gourmands, ça parle de bouffe tout le temps. Donc
assez chouette, mais c'est très américain, c'est pas du tout réaliste, mais de temps en temps ça fait du bien. Sur ce, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces ouvrages, je serais très contente d'avoir vos avis dessus. Je sais que Une valse pour les grotesques était très attendu, donc j'aimerais bien avoir votre avis parce qu'il est quand même spécial ce texte. Moi j'ai apprécié, mais j'ai pas encore vu d'avis sur internet, donc je sais pas trop si ça a été un flop ou un top. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.